Salut à tous! Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va vous partager une vidéo qui nous tient à cœur, sur laquelle on a beaucoup travaillé. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le témoignage à cœur ouvert de trois familles qui ont réalisé leur rêve, et le rêve de beaucoup d'entre nous, celui de partir à l'aventure, de voyager, celui de découvrir le monde. Dans un premier temps, vous allez découvrir le témoignage d'une famille, les Nomad Rods, partis à l'aventure autour du monde pendant une durée de 13 ans. 13 années de voyage à bord d'un 4x4 équipé de 2 tentes de toit. Vous découvrirez ensuite le témoignage de, à notre tour, Isa et Manu, qui ont déjà fait un premier tour du monde en sac à dos et qui ont décidé de renouveler l'expérience à bord de leur LT35 aménagé. Ils souhaitent partir en voyage autour du monde durant plusieurs années. Pour finir, vous découvrirez le témoignage des Titufs en roue libre qui vous expliqueront comment un voyage à travers l'Europe d'une durée de 8 mois a fini de les convaincre de tout quitter pour partir vivre dans leur véhicule aménagé tout autour du monde. C'est parti, du rêve à la réalité, il n'y a plus qu'un pas à faire. Bonjour Natacha, bonjour Anastasia, j'espère que vous Oui, pas. Anastasia, Natacha. Anastasia, Natacha. Donc voilà, nous on vient de rentrer en France après 13 ans de voyage. Donc on a quitté la France en 2006 et on est rentré en avril 2019. On a commencé en Afrique, en Australie. Donc voilà, un an on a fait la Nouvelle-Zélande avec Denis, on a refait l'Australie puis on est parti. Et on a fait la route là. On a fait une boucle ici, donc on a fait presque 2 ans là, puis on est remonté là. Jusqu'en France. Donc tout ce tracé rouge qu'on Tout voit ce sur qui la est en carte, rouge, ça c'est vous ce a qu'on pris a donc fait. 13 ans. 13 années. C'est ça. Donc une vie sur la route depuis toute petite, depuis quel âge? 6 et 8 ans. Voilà. 6 ans et 8 ans. C'est ça. C'est quoi le déclic du voyage? Alors, ça faisait 10 ans que mon père voulait partir voyager. Ça faisait 10 ans qu'il mettait de côté, il a mis 10 ans à convaincre ma mère. Et le déclic, c'est qu'on habitait sur Lyon, dans un petit F3 ou 4, je sais plus. Et en fait, ça avait pris feu là-bas. Il y avait de la drogue à la sortie des écoles et tout ça. Et donc, les parents, ils ont dit dans 6 mois, on est parti. Et 6 mois, jour pour jour, on était parti. D'accord, donc c'est le contexte politique et Ouais, social c'est qui vous surtout a le poussé un ras-le-bol. petit peu, le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Ils en avaient marre, ils voulaient partir, ils sont partis. Ils ont tout abandonné et on est parti en Australie. Et c'était pas une trop grosse surprise pour vous du jour au lendemain, Bah quasiment, non, qu'on vous dise parce que on nous, s'en va? on est parti de la campagne pour la ville, donc on n'avait pas beaucoup d'attaches. Et ensuite, on partait de la ville, où ça se passait pas trop bien, pour l'Australie où il y avait notre grand-père. Donc pour nous, d'aller voir notre papy, c'était génial. Nous, je pense qu'à nous, à l'époque, on pouvait pas se rendre compte de ce qui allait se passer en fait. Parce que votre voyage, il n'était pas prévu sur tant d'années? Non, c'était prévu sur un an. Oui. Ensuite s'installer quelque part dans l'Océanie. Mais après un an, on est parti en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, puis on est revenu pour un tour du monde. Donc un an s'est transformé en 13 ans. C'est une sacrée aventure. Et donc, vous avez pu visiter tous ces pays. Et lequel vous avez le plus préféré? Alors, je sais pas si le fait que ce soit le premier pays que je visite ou pas, moi ça serait l'Australie, Oman, Afrique du Sud, Jordanie. Il n'y a pas un préféré, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, c'est pas pareil que ma soeur. Moi, ça serait la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, il arrive, ça sera l'Afrique du Sud aussi. Ouais, les animaux là-bas, ça peut pas les galer ailleurs. Il y a beaucoup de pays du Moyen-Orient qui ressortent à chaque fois dans vos top 3. Ouais. On a beaucoup d'a priori en général sur alors, le Oman, Pakistan par exemple, ou Oman. Oman, c'est juste, là c'est Oman. Et c'est simplement magnifique, c'est vraiment un pays où on peut voyager tranquille. On peut camper où on veut, il y a des wadis, enfin des oasis partout. Et on campe, on se pose 4-5 jours, on est tranquille. D'accord, donc Il y a pas des grandes d'appréhension. distances, il y a pas... Franchement, nous, on n'avait pas d'appréhension, on était vraiment... C'est des pays où ils étaient nomades à l'époque. Et maintenant, ils peuvent plus l'être. Et écoute, nous, on est très bien accueillis, on a rencontré des gens extraordinaires. Franchement, nous, on a adoré ces pays. On a rencontré des gens bien. C'est le truc, c'est qu'ils sont tellement médiatisés sur quand il se passe une chose mal qu'on pense que toute la population l'est, et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment ces pays-là... On a vraiment été accueillis d'une façon complètement... On est une famille en plus, une famille avec
des enfants où il y avait que mon père, c'était le seul mec, et il voyageait avec 3 nanas. Et Il disait qu'il était ils avaient beaucoup de respect pour lui, du coup. Il a beaucoup aimé ces pays. On a eu froid au Pakistan, on est tombé en hiver là-bas. Justement, Voilà, ça c'est le Pakistan. Pakistan. Là, on a ressenti le froid pour la première fois. Alors, il faut casser les idées reçues et pas avoir peur, surtout de voyager et C'est ça, de mais pas il faut- sauter ces pays-là finalement. Voilà, il faut juste faire attention. Dans ces pays-là, on est surveillé par la police, on est suivi par la police. En fait, ils ont tellement peur qu'il arrive quelque chose à un touriste qu'ils vous mettent une escorte. Vous pouvez pas vous en débarrasser. On a essayé, c'est pas possible. Mais ils sont très pas méchant, gentils, c'est juste, c'est pas méchant, c'est juste ils ont tellement mauvaise réputation qu'ils vont faire super attention aux touristes qui viennent. C'est une surprotection en fait. Ils savent qu'au Pakistan, il nous arrive quelque chose, c'est bon, il n'y a plus de touristes pendant plus de 10 ans. C'est ça. Votre plus grande peur durant ce voyage Alors, vous en avez eu plus grande peur, il y en a eu plusieurs. Par exemple, quand on s'est retrouvé coincé en Inde et qu'on se dit comment faire pour passer. Parce qu'en Inde, on peut pas forcément avoir le visa pour le Pakistan sans rentrer en France et tout. Comment on va faire quand on a pété les pièces du véhicule et qu'on n'avait pas le rechange, quand on s'est fait agresser. Oui, il y a eu ces genres de peurs-là quand le véhicule, des fois, donc ça au Capian. Là, donc ça, c'est quand on remonte, mais quand on est descendu, on est tombé de 2 mètres de haut. Il y a tout ça qui peut être compté comme des peurs, mais en fait on y a fait face à chaque coup. Et ces peurs-là, maintenant on en parle facilement, mais c'est vrai que sur le coup, eh ben, ça peut faire stresser, peut nous mettre en doute. Mais c'est pour ça que nous, en famille, on était assez grandes pour qu'on mette un système en place de vote. Et que si on ne voulait pas aller plus loin, eh ben, on prenait cette décision ensemble. Par exemple, quand on était au Pakistan, il y avait un lac que mon père voulait absolument faire, mais la route, elle était vraiment étroite, on se sentait pas du tout à l'aise. Et quand on a fait à la pause midi, bon, on continue, on fait demi-tour. Et là, mon père s'y est pas attendu, il s'est retrouvé avec 3 nanas qui fait bah on fait demi-tour, on a déjà pété une partie du pont à l'aller, on veut revenir pour être sûr que le pont il soit toujours là. Donc on a fait demi-tour, même si lui il était pas content. Et on n'a jamais vu le lac, du coup, mais c'est vraiment, on avait démocratisé le voyage. Donc voilà, on a commencé toute petite, puis après on a intégré le CNED. D'accord, donc vous avez poursuivi vos études Voilà. bien qu'étant sur la route. Voilà, tout ça, tout simplement. C'était vraiment très très bien, les cours étaient super bien faits. C'est juste le système à la fin qui nous a pas plu, du coup on l'a quitté. Et on a continué sans. Donc j'ai juste récupéré les cours de ma soeur. Voilà. C'est bien de partir comme ça en famille. Ça n'a pas été trop difficile tous les jours, même au sein de la cellule familiale, de passer tout ce temps confiné Non, dans parce votre qu'on véhicule. a grandi dedans. 8 ans, on était toutes petites. Et toutes ces années, on a toujours été ensemble, donc il n'y a pas eu de fracture, on va dire. Il y a... par exemple, si on est parti voyager avec des ados, ils ont connu cette semi-liberté. Et du coup, après, vous retrouvez H24 ensemble et peut-être que ça vient ou mal se passer. Alors que nous, depuis qu'on est toute petite, on est H24 ensemble. Du coup, il n'y a pas ce genre de problème. Alors bien sûr, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits, on se faisait la gueule, mais des fois, quand il fallait, chacun partait de son côté. On allait livrer un livre, on restait dans le véhicule ou quelqu'un est parti en marché. Mais on a toujours été plutôt unis. Oui. D'accord. En parlant du véhicule, vous aviez quoi comme véhicule pour voyager? On avait un Toyota Land Cruiser. Voilà, un Toyota Land Cruiser de 71, d'origine australienne. Donc vous l'aviez acheté En Australie. en Australie. Acheté, équipé, exporté. Pourquoi? Parce que c'était moins cher de l'acheter là-bas plutôt que de faire un shipping? Alors non, en fait, les shippings en Australie sont quasi impossibles. Parce que même si votre véhicule est neuf, qu'il n'a jamais utilisé, en arrivant en Australie, ils vous le feront nettoyer. Et un véhicule utilisé plein de poussière, même entre les lames, ils vont jusqu'à entre les lames pour voir si c'est sale. Lui, il ne pourra jamais rentrer en Australie. Il ne pourra jamais revenir. D'accord, donc c'est des mesures sanitaires Voilà, pour... c'est ça. C'est juste... Très ils pointilleux. sont presque germophobes là-bas. Donc en fait, non, l'acheter là-bas, il y a tout le matériel là-bas. C'est vraiment... chez eux, ça fait partie de leur vie de voyager. Du coup, tout le matériel, toutes les tentes, c'est moins cher aussi. Mais le véhicule en lui-même est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et ensuite, on l'a mis sur un bateau. Et ensuite, on a été que sur la route tout le temps. Donc dans le sens Australie-Asie, il n'y avait pas de difficulté particulière pour faire traverser le véhicule? Alors, notre véhicule, en fait, on a démonté les tentes, le panneau solaire, on a tout mis à l'intérieur.
et on a dégonflé les pneus et ensuite on l'a fait rentrer dans un container. Étant donné que c'est un Land Cruiser, il est très fin, donc ça a la dimension d'un container. On l'a mis sur un container, on l'a mis sur un paquebot qui est arrivé jusqu'en Malaisie. Le retour en France, ça n'a pas été trop compliqué. Est-ce que vous n'avez pas envie de repartir? Comment vous êtes adapté du coup à cette vie sédentaire, si je peux dire maintenant? Alors, on a eu un peu de mal à rentrer en France. Moi, personnellement, j'avais pas très envie de revenir. J'avais un peu peur de la France, avec tout ce qui était médiatisé à cette époque-là et tout ça. Mais dès que je suis arrivée, je me suis bien intégrée et tout ça. J'ai adoré la France, de magnifiques paysages et tout ça. Je vais pas être chauvette, mais franchement, la France c'est beau. Et je me suis sédentarisée, mais j'ai envie de repartir. J'arrive pas à rester statique, c'est impossible. D'accord. Vous travaillez actuellement? Je travaille actuellement, c'est une formation Comme j'ai expliqué, pour 6 mois. Là, j'ai bientôt terminé dans 2 mois. Et après, il faut que je trouve quelque chose d'autre. D'accord. Donc vous avez prévu de repartir dès que vous avez un métier peut-être? Comment... Dès que j'ai un petit peu d'argent de côté, et peut-être repartir juste vers l'Europe, en van ou quelque chose comme ça. Avec votre sœur, toute seule? Non, sûrement avec quelqu'un d'autre. D'accord. J'aime bien ma sœur, mais il faut couper le cordon. Je comprends. Et là, vos parents actuellement, ils sont où? Là, ils sont à la maison. Mon père, il travaille le samedi, donc il pouvait pas venir au salon. D'accord. Et il a prévu donc le tracé en bleu là, c'est ce qui est prévu pour l'année prochaine? C'est pour dans 2 ans. Dans 2 ans. Parce que le véhicule n'est pas encore fini. Et avec les conditions actuelles, on ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont pouvoir repartir. D'accord. Donc c'est ce qu'ils veulent faire tous les deux, c'est ça? Sans vous du coup? Sans nous, oui, c'est ça. Vous n'êtes pas trop déçus? Non, parce que ça c'est tout le froid. Ah, c'est le froid, d'accord. J'ai pas vraiment envie de faire le froid. Donc c'est tout le tracé bleu, hein. Donc voilà. Ils veulent partir d'où? De la France, c'est ça? De la France, après ils vont partir par là-bas. Ils vont faire le détroit de Péring, Ah bon? 5000 km de glace. D'accord. Et partir comme ça jusqu'ici. Et ici, le véhicule est déjà attendu dans un musée. D'accord, ah oui. Durant 2012 jusqu'à 2019, on vivait avec 500 € par mois. Et vous avez assez de Ça, 500 assez, oui. euros? D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre temps et puis à très bientôt et j'espère qu'on se croisera une prochaine nous fois. aussi. Merci, au revoir. Alors nous, notre nom il est là, c'est à notre tour. Moi je suis Isabelle. Moi je suis Manu. Notre projet c'est de faire un voyage de 4 ans à mi-temps. Voyager 6 mois et rentrer en France pendant 6 mois. Pourquoi? Parce qu'en 2016-2017 on a déjà fait un premier tour du monde en backpacker avec un sac à dos pendant 1 an et qu'on s'est rendu compte que pour garder la motivation, 1 an c'était déjà long. Donc sur un grand voyage de 4 ans, on a préféré le séquencer, ce qui nous permet de rentrer, de retrouver de la motivation et de voir nos enfants et nos petits-enfants. Et de s'occuper de notre maison quand même un petit peu. Alors on peut dire aussi qu'on a fait le choix d'un véhicule qui était justement complémentaire de ce qu'on pouvait faire en tant que routard. L'idée c'est qu'on a acheté un véhicule qui est un gros van vintage Volkswagen, un LT35, qu'on envoie par bateau sur les traversées transocéaniques. Et ensuite, on est sur les pistes ou sur les routes. Et on a découvert la vie en van en Australie en louant dans le courant de notre tour du monde. On s'est dit que c'était sympathique. Et comme on est revenu en 2017 par la Patagonie, on a eu une très belle expérience, mais qui était un peu courte. On s'est dit que ce serait sympathique de retourner, en fait, faire une grande aventure, un grand road trip en Amérique. Et voilà, donc on s'est dit, on va faire la traversée sud-nord. Ça tombe mieux au niveau des saisons parce que nous, 6 mois, en fait, on fait janvier-juin. Janvier-juin, ça tombe bien, en fait, quand on réfléchit, on est dans les zones froides pendant l'été austral, ici et là, et dans les zones chaudes quand il fait un petit peu plus frais, donc c'était bien. Et puis après, on s'est dit, quitte à faire ça, autant rajouter un segment Afrique. On n'a pas un véhicule qui est très franchisseur, c'est pas un vrai 4x4, c'est juste un véhicule qui a été aménagé avec des roues et des pneus de très bonne qualité. On a refait un peu la suspension. Du coup, ça l'a rehaussé un petit peu. On a bien aménagé l'intérieur.
Et on est très content de ce véhicule, qui est, alors que vous pouvez retrouver sur notre site, hein, pour ceux qui seraient intéressés, qui est un bon compromis et une bonne signature de notre voyage, parce que ce véhicule, c'est aussi une carte de visite. Ouais. C'est comme ça, on est perçu en tant que voyageur par notre véhicule, et je crois qu'il nous ressemble assez, et on a une assez bonne image, en fait, grâce à ce véhicule. Donc nous, on est très contents de notre choix. Donc voilà, donc on est parti en janvier dans l'idée de faire tout ce trip-là, et puis donc on est arrivé en Afrique du Sud, on a fait la Namibie 3 semaines avec nos enfants en se disant qu'on allait revenir. On a fait un petit peu de Botswana et là on a appris que les frontières allaient être fermées. Donc on s'est rapatrié en Afrique du Sud parce qu'ils ont des bons hôpitaux au cas où, et puis parce qu'il y avait les aéroports si on avait dû être rapatrié. Donc on a été confinés 7 semaines dans un camping. Bon, d'abord on a joué le jeu, on a appelé l'ambassade en disant bah voilà, qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont dit vite, vous allez à l'aéroport, il y a des avions qui vont partir. On est parti avec notre sac à dos. Il n'y avait pas d'avion. Donc rapidement, quand l'ambassade de France nous a rappelé en disant on va mettre des avions en place, nous on leur a dit écoutez, on n'est pas prioritaire, on a notre véhicule sur place, laissez partir les familles. Et puis rapidement on n'a plus envie de rentrer comme on voyait, quand on a vu la situation gérée en France, on s'est dit on est aussi bien là où on est. Donc on est resté 7 semaines dans le même camping, on a fait nos vidéos, ça nous a permis de nous poser un petit peu. Et puis après 7 semaines, on avait quand même vraiment très envie d'aller voir les animaux dans le parc Kruger, sauf que le confinement en Afrique du Sud qui a débuté le 26 mars et qui vient juste de se terminer était très fort. On était autorisé à faire 5 km juste pour manger, en fait, pour aller acheter à manger. Nous, on a trouvé une gentille famille à 30 km qui a dit ok, venez chez nous, on va se débrouiller. On a fait nos 30 km, on nous a pas arrêtés. Et après, on a enchaîné que des expériences incroyables. On a fait une semaine chez un gars qui avait 3 lions et 11 guépards. Donc ça, c'était absolument génial, il était tout seul. Et puis après, pour se rapprocher du parc Kruger, il fallait traverser les frontières, ce qui est complètement interdit avec le confinement en Afrique du Sud. Du coup, on s'est dit que la seule façon de pouvoir avancer, c'était d'avoir un permis de travail. Donc on a fait 15 jours de bénévolat à la Vervet Monkey Foundation. On s'est occupé de petits singes pendant 15 jours. Et puis de là, on s'est rapproché carrément du parc Kruger, où on a passé un mois, donc pas à dormir dans le parc Kruger, parce qu'on n'a toujours pas le droit à cause du confinement. Mais tous les matins, à 6h, on était à l'ouverture jusqu'à 5h30 le soir, et voilà, on en a vraiment bien profité. Et on est rentré en France parce que, pour des raisons familiales principalement, et maintenant on est un peu dans l'hésitation parce que le projet initial c'est de partir en Amérique du Sud. C'est très difficile pour l'instant. En échange, on utilise le salon du véhicule d'aventure où on se trouve actuellement pour glaner des informations. On nous déconseille plutôt de partir là. Nous, on est plutôt quand même aventuriers dans l'âme, mais on pense que c'est plutôt raisonnable à ce stade de redoubler l'Afrique, donc de retourner en Afrique sur l'année prochaine, et puis de décaler tout d'un an et de partir plutôt en 2022 seulement en Amérique du Sud pour reprendre le cours initial du voyage si tout va bien. Ce qui va nous coûter cher, nous, c'est les transports maritimes, parce qu'à chaque fois qu'on traverse un océan, c'est 3 à 4 000 euros pour ce véhicule, parce qu'il est obligé d'être il fait 3 mètres, donc il ne peut pas être en container. On ne peut pas partager un container avec quelqu'un. Donc ça nous coûte. C'est le plus gros budget. C'est ce qu'on appelle les traversées en RoRo, roll-on roll-off, ça veut dire c'est les véhicules, les bateaux spécialisés dans le matériel roulant. Donc on est entouré de camions, de tracteurs, etc., de véhicules neufs en général. Et il y a quelques véhicules de privés comme nous qui sont sur ces bateaux-là. Quand on est parti en janvier, donc on l'a emmené à Bruges, le départ était de Bruges. On l'a récupéré. Zeebruges. Quand on l'a récupéré en Afrique du Sud, il était tout seul en fait. C'était le seul véhicule de voyageurs. Il était entouré d'hélicoptères dans du cellophane, de tracteurs, de voitures neuves, mais il n'y avait pas de véhicules de touristes. On peut peut-être donner un message à ceux qui verraient la vidéo, qui est à propos de la motivation et du voyage. En fait, souvent un voyage c'est d'abord un rêve, un projet qui peut paraître un peu lointain. Et si on s'y intéresse suffisamment, on se rend compte que c'est possible.
On a rencontré beaucoup de voyageurs et leur niveau de satisfaction ne dépend pas tellement du budget, il dépend principalement de la motivation et de la bonne entente de l'équipage. Il y a des gens qui peuvent voir, même parmi les parents, l'entourage, le voyage comme un truc impossible ou délirant ou pas raisonnable en termes de sécurité. Souvent c'est beaucoup moins dangereux qu'il y paraît et c'est beaucoup plus réalisable, mais il faut vraiment le vouloir. Il faut le vouloir et ce qui me semble vraiment important, c'est que quand on part en couple, que les deux personnes soient vraiment sur la même longueur d'onde et aient la même motivation, parce que sinon c'est sûr qu'on va au désastre. Enfin, on en a rencontré. C'est un test de vie de couple, ouais. Il y a des gens qui rentrent ou qui continuent, mais séparément. Donc il faut vraiment être d'accord, parce qu'on est collés tout le temps. On est beaucoup plus proche en voyage qu'on ne l'est dans la vie quotidienne en France. Promiscuité, ouais. Et oui, parce que dans la vie normale, tu vas au boulot, tu fais des choses, tu vas faire tes courses. Là, on fait tout à deux, quoi. Puis le dialogue s'impose finalement. Vous êtes obligé de dialoguer Exactement. l'un avec l'autre, on n'avait pas le choix. Non. Et on a vu des gens qui sont partis presque du jour au lendemain, on avait des gens qui ont préparé longuement. Nous, pour vous donner un ordre de grandeur, le premier tour du monde qu'on a fait en 2016, on l'avait pensé en tant que projet 12 ans avant. C'est quand même loin, hein. Et on est allé jusqu'au bout, on l'a fait. Ça veut dire qu'on a triomphé, enfin, un triomphe, c'est pas... Mais la volonté a persisté en fait pendant ces 12 ans, plus ou moins évidente à certains moments, un peu éteinte à d'autres, et elle a fini par se concrétiser. Et je vais dire que tout est possible, ça serait stupide, mais Quand on veut, on peut. La transformation du projet, du rêve en voyage réel est possible parce que c'est le témoignage de tous ceux qui sont autour de nous qui voyagent effectivement. En fait, c'est possible. Et on avait prévu de s'arrêter en 2016, puisque nos 4 filles étaient censées avoir fini leurs études en 2016. Donc on s'est dit, elles seront autonomes, donc on partira en 2016. Définitivement, on arrêtera de travailler, voilà. Et c'est à peu près ce qu'on a fait, on s'est ajusté. C'est ce qu'on a fait, puisque du coup, tu peux pas prévoir d'arrêter de travailler alors que tu n'es pas à la retraite. Donc nous, ces 15 ou 20 ans nous ont permis de construire avec nos petites mains des logements étudiants qu'on loue maintenant, qui nous font un petit revenu, mais qui nous ont permis d'arrêter de travailler et de vivre comme on l'entend, que ce soit en voyage ou que ce soit dans notre maison tranquille en Normandie. Donc c'est juste une question de motivation, c'est pas une question d'argent. Ah si, c'est une question, c'est une question de préparer mais sur la question de l'argent, oui. C'est plus une question de maîtrise des dépenses que de et en plus de maîtrise d'un revenu. Il faut vraiment, il faut voyager à la hauteur de ses moyens, si possible un petit peu en dessous pour garder comment dire, un peu de réserve et pas dépendre des autres et pas sombrer dans la mendicité, quoi. Mais à différents niveaux de revenus correspondent différentes possibilités de voyage qui, si on y réfléchit suffisamment, sont réelles. Oui, même concernant le véhicule, en fonction de nos revenus, on a un véhicule plus ou moins adapté. Exactement. Et la satisfaction qu'on tire du voyage est quasiment indépendante de ce niveau-là. Parce que chacun, en fait, s'ajuste à ses moyens. Oui. À ce qu'ils souhaitent. Ouais. Donc le secret, c'est la motivation, la persévérance, Oui. la préparation surtout. Oui. Et cette très mystérieuse transformation du projet du rêve en réalité, parce que c'est possible en fait. Oui, c'est possible, il faut faire en sorte que ça se réalise. À partir du moment où on le veut, il faut le faire. Oui. Il faut s'en donner les moyens. Il faut pas avoir peur. Les moyens. Et je crois que l'objectif, c'est justement de réaliser son rêve, et vous l'avez fait. Et c'est beau, c'est beau. Vous allez avoir 1 million de souvenirs en tête, et finalement, c'est ce que je pense que vous allez conserver tout au long de votre vie, quelque part au fond de votre esprit, plutôt que les galères que vous avez pu rencontrer, ou toute la difficulté qu'il y a pu avoir. Mais les galères, c'est normal qu'il y en ait, et puis après, ça, voilà, sur le coup, c'est difficile, mais après, on rigole. Mais ça devient une part de notre identité, en fait. On n'a pas que cette identité-là, mais en tant que voyageur, c'est notre identité, c'est la somme de nos souvenirs. on espère continuer. Et on prendra une photo du stand un peu avant, parce que vous le voyez pas, mais face à nous, on a tout un tas de photos qui ont été prises c'est bien par ces deux voyageurs, et vraiment c'est rêveur, et on a envie de partir tout de suite.
En tout cas, si vous avez des doutes, si vous vous posez des questions, si vous hésitez à partir, le seul truc qu'on peut vous conseiller, c'est partez, donnez-vous les moyens. Et organisez-le, faites en sorte que votre vie soit riche et profitez de l'instant présent et c'est que du bonheur. C'est les petits Duf en roue libre, moi c'est Ben. Sois-y. Donc on a voyagé en 2015 avec un T3 Volkswagen de 79 pendant 8 mois. On a fait 35 000 km, 27 pays, on n'avait pas d'enfants encore. Le T3 il est là. Le déclic c'était un voyage à une dispo d'1 an simplement et après reprendre la vie classique en maison, etc. Et en fait après un voyage comme ça on peut pas retourner à la réalité. Et donc après 27 pays, donc pour résumer, on a fait Danemark, Allemagne, Danemark, Norvège, on est redescendu par la Finlande, les pays baltes, tout le centre de l'Europe, descendre jusqu'en Turquie, Grèce, remonter par l'ex-Yougoslavie. Donc un beau petit périple, qui est ici en fait. Donc on est parti de Haute-Savoie pour rentrer, donc tout ça en 8 mois, donc avec un combi mais un moteur flat, moteur essence, pour ceux qui connaissent, boîte 4 vitesses, donc on pouvait pas rouler 400 km par jour, hein, c'était vraiment un véhicule à la cool. Donc on a fait le voyage, on est rentré, on avait notre maison, un appartement, on a vendu le camion. Et on a trouvé un jeune couple qui partait en Europe aussi, c'était nous d'il y a quelques années, et donc voilà, gros feeling aussi, c'est devenu des amis, ils sont revenus après leur tour d'Europe toquer à la porte, nous amener un VR, donc c'est cool d'ailleurs, je vous salue, hein. Profitez-en bien du combi. Et puis derrière, eh bien, il s'est passé que un ras-le-bol de boulot, on s'est dit on a repris le travail, c'était pas possible. On s'est dit on travaille beaucoup pour payer quelque chose où on n'y est pas, on est tout le temps dehors, on était en montagne, on se baladait beaucoup, la rando. Et puis l'appel du voyage qui était plus fort que tout de toute façon. C'est ça. On avait envie de repartir, c'était une évidence en fait. C'était un autre mode de vie qui s'offrait à nous et qui était beaucoup plus adapté à nous que la vie sédentaire que la plupart des gens connaissent. Et on s'est rendu compte qu'on se mentait depuis des années sur des travails qui nous allaient pas, en tout cas moi, toi c'est différent, c'est un travail passion, mais moi je me suis rendu compte que je me suis menti, j'étais représentant technico-commercial en Suisse depuis 10 ans, voilà, c'est quelque chose qui m'allait plus. Et donc on a dit on fait quoi? Allez, on vend tout, on vend la maison, l'appartement, et puis on va partir sur une vie en camion. Donc c'est pour ça on est passé d'un simple voyage à un mode de vie en fait. Mais ce cheminement s'est fait pas en une année. On n'avait pas d'enfants, on a fait 2 enfants, donc il a fallu 4 ans pour qu'on passe de notre ancienne vie à notre vie actuelle, c'est-à-dire avoir aucun crédit sur le dos, on ne doit rien à personne. Ça c'est notre maison, on a 13 mètres carrés, tout confort à 4 en fait, avec 2 enfants de 2 ans et 4 ans. Et donc ça a été un cheminement de 4 ans où on a fallu vendre, partir de Haute-Savoie parce que pour construire ce tel projet où on va venir expliquer ça tout à l'heure, on est rentré en Bretagne, dans notre région natale, parce que là-bas on avait tous les amis, on avait des contacts qui pouvaient nous aider aussi à faire ce futur projet et fabriquer donc Marius. Et du coup on a voulu rentrer pour aussi vivre des moments avec eux, partager des moments avec tous ceux qu'on connaissait avant de partir en tour du monde et ne pas savoir quand est-ce qu'on la voyait du coup. Et donc 18 mois de travaux, donc 18 mois hébergés chez les parents à Soisic en colocation avec les beaux-parents. Ça aussi c'est une aventure, hein. Ils ont accepté ça, on arrivait à 4 chez eux avec 2 enfants, ils étaient 2 peinards depuis quelques années, donc de leur part super cool. Et puis pour nous un avantage financier clairement parce qu'on n'a plus de maison, on n'a plus rien, on n'a plus de loyer. Forcément on partage toutes les charges de la maison, mais pour nous ça pouvait tout simplement que être mieux pour ce projet. Donc ce projet, 18 mois, on a eu ce camion, donc c'est un Magirus 2 de 126 de pompiers qui a été importé de l'Allemagne de l'Ouest en 88. Et on l'a eu en camion de pompier avec une citerne de 3000 litres sur l'arrière du camion, donc vraiment rouge, pompier.
Et c'est une transformation faite maison, donc on a tout fait de A à Z, même la cellule, aucune entreprise n'est intervenue sur le projet. Donc 18 mois de travaux, de dur labeur, il faut savoir qu'on travaillait encore à ce moment-là, donc on travaillait, c'était les week-ends, sur le camion, etc. Donc ça a été sport là, 1 an et demi de sport, et aujourd'hui c'est la concrétisation d'un projet parce qu'il vient d'être fini, il sort de peinture, j'ai fini de le peindre samedi dernier, il est passé au contrôle technique jeudi, on était là jeudi soir. Donc c'est sa première sortie. C'est les premières nuits, on voit notre petit bout là qui fait du vélo, c'est la première sortie des enfants aussi dedans, les premières nuits, donc Non, on est content, ça fait du bien. ça fait du bien, c'est vraiment là 18 mois de dur travail pour arriver à là on arrive au bout, là on part, si les conditions sanitaires le veulent bien, l'année prochaine, début d'année pour un premier tour. Ouais. Pour tester le camion en fait et voir si tout ce qu'on a fait dedans nous convient et convient à la vie en voyage comme on le souhaite nous. Donc on va partir normalement 3-4 mois, on va faire l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Et voilà, pour tester un peu le camion, voir ce qui va pas, et puis rentrer après en France pour modifier les changements qu'on a pu noter et qui pourraient être pas mal pour nous. Donc on va remonter en France sur les coups d'avril-mai pour finir l'année 2021 en France, fignoler le camion, et le grand départ va être début 2022 pour le grand projet. Donc le grand projet, un gros projet. C'est 5 ans autour du monde, continent asiatique, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, pour remonter sur Vladivostok. Donc à l'est de la Russie. À l'est de la Russie, et shipper le camion. Donc shipper le camion, c'est mettre sur un porte-conteneur en fait pour traverser la mer parce qu'il ne flotte pas encore, direction Seattle. Passer 1 an au Canada avec et descendre jusqu'au bout du monde, le rêve, Ushuaia, Chili, Argentine. Donc on se donne 5 ans, enfin pour faire ça il nous faut 5 ans. Après l'avenir nous dira si on en a mis 10, 15 ou 2, parce qu'on va s'écouter aussi, on va écouter les enfants, les besoins, les envies. Si on a besoin de s'installer en Asie pendant 1 an, de se poser, on le fera. Parce qu'aujourd'hui on monte notre indépendance financière aussi, parce qu'il faut travailler, on part pas avec 5 ans d'avance, clairement. Il y a déjà le camion qui a été fait, qui a été financé par nos propres économies. Là on est sur un budget très faible parce qu'on a tout fait, forcément. Oui. On arrive à quoi? 35 000 euros. Ouais, entre 30 et 35 000 euros sur un camion fini. Autonomie énergétique, gros budget. Donc tout fini, on arrive à un prix très correct, et derrière il y a le voyage. Donc on va partir à peu près avec 2 ans d'avance en termes de budget, mais 2 ans en Asie, hein. Pas 2 ans en Europe, c'est beaucoup moins. C'est pas le même prix. En gros on part avec, je pense, 30 à 40 000 euros. Ouais. On est transparent dans les budgets, dans les prix, vous avez besoin de savoir, ceux qui veulent faire la même chose, de se mettre une idée. Donc c'est pour ça qu'on parle un peu budget, c'est le nerf un peu de la guerre. Hein. Donc voilà. Mais tout autant ça ne nous empêchera pas non plus de nous arrêter, de faire du woofing, faire d'autres choses, des échanges, je sais pas moi, des vendanges, si on voit qu'il y a des vendanges à faire, enfin voilà. On est partie preneur aussi de s'arrêter et de faire un peu de travail à droite à gauche pour rien que pour de l'alimentaire, pour rencontrer des gens. Et puis, enfin, voilà. C'est clair que quand tu travailles et que tu aides, tu rencontres les gens, et d'une autre manière. Quand tu aides quelqu'un, un agriculteur, etc., juste pour avoir un panier de légumes, eh ben, tu rentres dans une autre sphère. T'es pas juste le touriste qui rencontre quelqu'un, là tu rentres dans sa vie, dans son travail qui est souvent très important, et ça aide à rencontrer les gens, de travailler avec eux en mode woofing, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de salaire, on a juste le droit de se poser avec le camion sur un terrain et d'avoir un panier de légumes, de l'alimentaire, tu vois, un petit peu, et manger avec eux, etc. Donc il y a ça, et si nos sociétés ne nous permettent pas de voyager comme on veut pendant 5 ans, on a la solution. On a la chance d'avoir moins de 36 ans et de pouvoir prétendre au Working Holiday pour le Canada, donc au visa vacances-travail. Et donc pourquoi pas se poser 1 an, voire 1 an et demi au Canada, après 2 ans d'Asie, avant de commencer 2 ans de descente des Amériques, de se poser, un peu se sédentariser avec le camion pour travailler en fait, pour travailler 1 année et demie au Canada. Donc ça c'est une possibilité aussi. Et puis descendre après, redescendre vers Ushuaia. Vers Ushuaia, alors il y
y a des gros budgets dans ce voyage, notamment je vais parler du shipping, donc du fait d'envoyer un camion par la mer sur un autre continent. C'est important de le savoir, c'est quand même des budgets qui sont conséquents. Sur un véhicule comme ça, encore plus, mais il faut compter à peu près de Vladivostok à Seattle, il faut compter 5 000 € pour envoyer son camion. Si d'autres ont envie de le faire, d'aller de Anvers, donc en Europe, vers Montevideo, en Amérique du Sud. Ça se fait beaucoup aussi. Ça se fait beaucoup, c'est un peu moins. On parlait avec des gens là, qui ont réussi à le faire pour un camion à peu près similaire au nôtre à 3 500 €. Donc voilà, ça c'est des choses, des gros budgets du voyage. Le reste, la vie, etc., le gasoil est beaucoup moins cher aussi. Il y a les visas aussi. Les visas aussi. C'est un budget important. Donc il y a plusieurs postes qui nous permettent de dire aujourd'hui oui c'est faisable en gagnant beaucoup moins qu'en travaillant, mais il y a des étapes, des gros budgets à préparer, donc un conseil, il ne faut pas partir avec rien, sinon ça va devenir galère. Faut quand même avoir un petit panier de sécurité qui te permette de continuer ton voyage. On va faire des projets vidéo. Ce ne sera pas de la reality life où on va se montrer en train de faire de la vie de tous les jours. On va essayer de vraiment monter des sujets dans chaque pays où on va filmer, on va se mettre en mode petit reporter et vous montrer des choses qui nous semblent intéressantes, des choses que vous nous avez demandé d'étudier. Donc je pense que ça devrait être sympa. On pourrait suivre tout ça. Donc, voilà un petit peu là. La présentation globale des petits DUF en roue libre. Merci beaucoup pour cette vidéo. C'est une très jolie présentation de votre projet et ça nous motive nous beaucoup et ça motivera beaucoup d'autres personnes aussi qui hésitent encore à se lancer. Non mais c'est sûr, mais il ne faut pas hésiter à venir échanger, on est là pour ça. C'est un rêve pour vous et vous l'avez réalisé. On va le réaliser, enfin, en tout cas il est en bonne voie quoi. Il est en bonne voie, oui. J'espère que la vidéo vous a plu. En ce qui nous concerne, on a encore plus envie de partir aujourd'hui qu'avant. Nous sommes très heureux d'avoir rencontré tous ces voyageurs. À propos de notre véhicule, le choix est bouclé. L'itinéraire concernant notre voyage est en cours d'élaboration. Il ne nous reste plus qu'à trouver la bonne affaire pour le véhicule. On recherche régulièrement. Il nous reste encore pas mal de petites choses à faire, mais ça avance bien. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Pendant les Nomad Road, les petits DUF en roue libre et à notre tour. Ils disposent également de réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Vous pouvez les suivre. Nous mettrons les liens dans la vidéo ainsi que dans la description en dessous de la vidéo. Donc sachez que dans une prochaine vidéo, vous verrez la description de leurs véhicules avec lesquels ils ont voyagé. Donc vous en saurez un petit peu plus sur le budget de leur véhicule, la consommation, l'intérieur, comment il est aménagé. Également, vous verrez la description de nos véhicules à nous, car on ne vous l'a pas encore partagé, mais nous avons voyagé pendant plusieurs années, donc avec un 4x4 et une tente de toit, avec un trafic aménagé et avec un camping-car, un LT35 aménagé. Donc on ne vous a pas encore présenté nos véhicules, on le fera très bientôt. À très bientôt, et puis bye bye. Salut.